Bienvenue à Planète Terre. Ça faisait 37 ans qu'il régnait sur le Zimbabwe. Robert Mugabe a finalement tiré sa révérence sous la pression de l'armée. C'est son ancien vice-président et bras droit, Emmerson Mnangagwa, qui a pris la relève par intérim, dit-on. Est-ce que tout ça augure bien pour le Zimbabwe? C'est ce qu'on va demander à nos invités. D'abord, en studio avec nous, Moda Dieng, le politologue qui est spécialiste de l'Afrique du Sud à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Monsieur Dieng, bonjour. Bonjour, merci. Et également, par vidéoconférence à Johannesburg, en Afrique du Sud, Stéphanie Wolters, les chercheurs à l'Institut d'études de sécurité. C'est également une ancienne journaliste de la BBC, de Reuters, de The Economist. Madame Wolters, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, j'ai envie de vous demander, Emmerson Mnangagwa, c'est un proche de Mugabe. Il a été à ses côtés depuis le tout début. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à du changement au Zimbabwe avec lui? Je crois qu'il y a deux points de vue différents. Il y a ceux qui disent que justement c'était un pilier du régime Mugabe de la ZANU-PF dès le début. Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter par rapport à son record sur les droits de l'homme, surtout dès le début. Il était très impliqué dans le Gukurahundi, c'est le massacre des gens au sud du Zimbabwe au début des années 80. Et depuis lors, il a évidemment soutenu la répression de ce régime. Donc il y a ceux qui s'inquiètent et qui estiment que c'est un coup à l'interne, c'est une question de changement de tête de la ZANU-PF, beaucoup plus qu'un nouveau avenir pour le Zimbabwe. Il y en a d'autres qui disent que c'est une opportunité, que la pression, surtout économique, avec la situation aussi grave au Zimbabwe, ouvre les portes pour qu'il y ait de la pression constructive du système international pour pousser, pour encourager Mnangagwa à faire des vraies ouvertures, des vrais changements dans la structure de gouvernance du pays. Vous l'avez dit, il est responsable, en tout cas accusé d'être responsable de massacres, notamment dans le sud du pays. On lui attribue près de 20 000 morts. C'est exact? Oui, c'est exact. Ça date tout au début de la règne de Mugabe. C'est vrai que c'est des allégations, mais il y a eu maintes investigations qui le mettent au centre de ces opérations-là. Et évidemment, il y en a eu d'autres dans les années plus proches. Donc, en 2008, il y a eu beaucoup de répression avant les élections. Ça aussi, il était impliqué. Alors, voilà. Mais M. Mnangagwa, et je pose la question aussi à M. Dieng en studio, c'est une chose, il peut peut-être, comme vous le dites, Mme Wolters, avoir envie de saisir cette occasion-là, mais il y a aussi le parti, la fameuse ZANU-PF, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, qui est un parti très puissant au Zimbabwe. M. Dieng, est-ce que le parti, lui, a envie de voir le pays se démocratiser? Oui, je pense que c'est une très bonne question parce que le parti gère le pays depuis donc des décennies. Le parti a des pratiques, le parti donc a des façons de faire et que je pense que une des façons de faire consiste à tout simplement essayer de contrôler le jeu politique, mais aussi avoir des liens extrêmement importants avec l'armée. Je pense que le rôle de l'armée aussi est important à analyser lorsqu'il s'agit de voir comment, par exemple, la ZANU-PF pourrait en quelque sorte évoluer soit dans le sens de la démocratisation ou dans le sens tout simplement du maintien du statu quo. Moi, je plaiderais plutôt pour le maintien du statu quo, sachant que le rôle ou la position de l'armée est bien connue parce que la position consiste tout simplement à faire en sorte que le parti au pouvoir reste au pouvoir le plus longtemps possible. Et vous, Mme Wolters, qu'est-ce que vous en pensez? Statu quo ou évolution pour la ZANU-PF? Malheureusement, moi aussi, je partage le point de vue de M. Dieng. Il faut aussi comprendre ce qui a poussé l'armée à prendre les actes qu'elle a pris et qui ont mené à la fin du règne de Mugabe. Et c'était surtout le fait qu'on croyait que sa femme, la femme de Mugabe, allait prendre la place de son successeur. Et ça menaçait justement les intérêts de l'armée. Et ils ne pouvaient pas vivre avec ça. Et c'est ça qui les a poussés à finalement faire ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, Mnangagwa, si lui aussi, il menace ces intérêts-là, ils sont quand même énormes, surtout économiques dans le pays. Ça aussi, ça peut le menacer lui. Donc, on se pose des questions. Est-ce que réellement, il va maintenant mordre la main qu'il a mis là où il est?
Et il y a des puissances étrangères qui sont impliquées, si on peut employer ce mot-là, au Zimbabwe, notamment l'Afrique du Sud. M. Dieng, justement, l'armée zimbabwéenne n'est pas toute seule là-dedans. Elle a des liens à l'étranger. Le parti aussi a des liens à l'étranger, notamment l'Afrique du Sud. Alors, quelle a été la position de l'Afrique du Sud historiquement au Zimbabwe? Le rôle de l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, c'est d'avoir des relations très étroites avec le Zimbabwe et plus particulièrement avec les leaders de la ZANU-PF. Et je pense qu'on a connu le rôle, par exemple, joué par l'Afrique du Sud lors des différentes crises qui sont intervenues au Zimbabwe et que l'Afrique du Sud a été critiquée justement pour avoir offert un soutien ou bien pour n'avoir pas été assez critique par rapport à Robert Mugabe. Parce que l'Afrique du Sud voulait, en quelque sorte, maintenir un Zimbabwe stable, quitte à maintenir Robert Mugabe au pouvoir. Justement, parce que la stabilité du Zimbabwe est ce qui préoccupe l'Afrique du Sud, parce qu'il faut se rappeler que l'Afrique du Sud a des relations économiques très étroites avec le Zimbabwe. Le Zimbabwe est le premier pays d'exportation de l'Afrique du Sud et que le Zimbabwe aussi se trouve à côté de l'Afrique du Sud, ce qui veut dire qu'une crise intervenue au Zimbabwe va avoir des conséquences extrêmement importantes sur l'Afrique du Sud. À cela s'ajoute... Oui. Pardon, allez-y, terminez. À cela s'ajoutent bien sûr les relations traditionnelles ou bien anciennes qu'entretiennent les leaders de l'ANC et de la ZANU-PF. Mais est-ce que l'Afrique du Sud n'aurait pas plutôt intérêt à avoir comme partenaire commercial justement un pays fort économiquement? Le Zimbabwe était le grenier de l'Afrique dans les années 80 et sous Mugabe est devenu un pays en ruine. Est-ce que tout ça, c'était dans l'intérêt de l'Afrique du Sud? Non, je pense que l'intérêt de l'Afrique du Sud, c'est d'avoir un Zimbabwe fort sur le plan économique. Mais le problème, c'est ce qui est lié à l'incertitude. C'est-à-dire on est dans un contexte politique incertain et que pour l'Afrique du Sud, ce qu'il faut éviter justement, c'est la déstabilisation donc, du Zimbabwe, quitte à maintenir un régime controversé et même dictatorial comme celui de... Et donc, est-ce que ça veut dire que l'Afrique du Sud pourrait être tentée de maintenir la ZANU-PF au pouvoir et que rien ne change au Zimbabwe? Ouais, je pense qu'on risque de parvenir justement à cette tendance-là, en fait, de maintenir à ce niveau aussi une sorte de statu quo, parce que ça m'étonnerait que l'Afrique du Sud, surtout l'ANC, devienne critique ou bien pousse davantage le Zimbabwe vers la démocratisation, parce que ça peut, en quelque sorte, dégénérer ou bien déboucher sur une situation de crise au Zimbabwe. Madame Wolters, vous, qu'est-ce que vous en pensez de la position de l'Afrique du Sud dans l'avenir à court terme du Zimbabwe? Mais il faut aussi comprendre que c'était aussi beaucoup autour de la personne de Mugabe qui avait cette réticence de réellement critiquer le régime au Zimbabwe. Mugabe, malgré les dégâts de ces dernières décennies au Zimbabwe, a toujours eu un statut énorme sur le continent et l'Afrique du Sud était parmi les pays qui avaient quelque part, on peut même dire, un peu peur de lui, un peu peur aussi de le critiquer. C'était un héros de la libération, comme disait M. Dieng, aussi une trajectoire que l'Afrique du Sud aussi avait vécu et d'autres pays de l'Afrique australe aussi. Je crois qu'il faut ajouter à ça aussi la tendance dans la région de ne pas critiquer les présidents qui sont en position. C'est quelque chose qu'on voit avec la RDC, c'est quelque chose qu'on a vu avec l'Angola, avec le Mozambique. Donc, c'est pas juste la relation Afrique du Sud-Zimbabwe qui a cette caractérisation-là. Je crois qu'il y a quand même aujourd'hui l'opportunité pour l'Afrique du Sud de changer un peu sa politique et de jouer un rôle surtout constructif. C'est certainement ce que nous souhaitons. Il faut rester réaliste quand même. L'Afrique du Sud vit une crise politique assez difficile elle-même, donc on va voir. Mais est-ce que ceux qui aspirent à la démocratisation du Zimbabwe risquent d'être déçus ou c'est encore permis d'espérer? Madame Wolters, rapidement, puis ensuite M. Dieng. Écoutez, je crois que c'est encore possible d'espérer. Mnangagwa, il doit quand même un peu garder la confiance du peuple qui est descendu dans les rues 2 fois ces derniers 10 jours pour montrer sa volonté de pousser Mugabe à partir. Ça, c'est une force que la ZANU-PF ne contrôle pas et que Mnangagwa sera obligé aussi de considérer. Oui, sur ce sujet aussi, je partage l'opinion de Mme Wolters. Je pense aussi qu'il y a une opportunité, en fait, un contexte favorable parce que la population attend aujourd'hui est favorable à la
la démocratisation. Et on sait aussi qu'il y a une sorte d'ouverture sur le plan international. Il y a aussi aujourd'hui que le Zimbabwe soit accompagné par la communauté internationale. Et je pense qu'il y a un environnement favorable, en quelque sorte. Et il reste maintenant à voir comment, en quelque sorte, l'armée va aborder cette question-là d'opportunité. Il nous reste une toute petite minute. J'ai envie de vous demander très rapidement tous les deux, maintenant que Mugabe est parti, quelles sont les priorités pour remettre le pays sur pied? On le disait tout à l'heure, le Zimbabwe a été le grenier de l'Afrique. Maintenant, c'est un pays en ruine. Donc, rapidement, peut-être 2 ou 3 priorités, M. Dieng? Oui, je pense que l'une des priorités consiste tout simplement à apporter des réponses aux problèmes agraires, en quelque sorte. Je pense que la redistribution des terres, ou bien, et le nouveau président en a parlé, et je pense que c'est extrêmement important d'aborder cette question-là. Et la seconde question qu'il faut aborder, c'est comment redresser l'économie de façon générale, apporter des réformes en profondeur sur le système économique. Ce qui inclut lutter contre la corruption. Exactement. Je pense que c'est une question extrêmement importante. Madame Wolters, vous, priorité à court terme pour remettre le Zimbabwe sur pied? Ben, il y a une crise aiguë de liquidité, il n'y a pas de devise dans le système et l'économie est totalement à terre. Donc, il y a une question de se réengager avec le FMI, avec la Banque mondiale si possible, avec d'autres bailleurs évidemment. La deuxième question, à mon avis, c'est de garder l'espace politique ouvert, de ne pas retourner à des anciennes habitudes, de réprimer les voix critiques. Et peut-être une toute dernière question très rapidement en terminant. Est-ce que le contexte du départ de Zimbabwe va entacher, de Robert Mugabe, pardon, va entacher l'image que les Zimbabwéens ont de lui, de ce héros de l'indépendance, comme vous le souligniez encore tout à l'heure? Oui, je crois que ça va sans dire. C'est surtout aussi l'image de sa femme qui a beaucoup terni l'image de Mugabe. Mais les Zimbabwéens connaissent bien leur environnement. Ils ont vécu les dégâts économiques. Il y a 2 millions de Zimbabwéens qui vivent en Afrique du Sud. C'était pas que le faim qui les a fait penser mal de leur président. Je vous remercie beaucoup, Stéphanie Wolters, chercheure à l'Institut d'études de sécurité à Johannesburg et ancienne journaliste, et le politologue Moda Dieng de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir.